Nous devons parler de ce sommet entre Poutine et Trump, qui suscite beaucoup d'engouement. Je veux vous montrer ce que Donald Trump a dit à propos de ces discussions. Voici le premier extrait. Je vais le rencontrer. Nous allons voir quels sont les paramètres. Ensuite, j'appellerai le président Zelensky et les dirigeants européens juste après la réunion, oui. Et je vais leur dire de quel type d'accord il s'agit. Je ne vais pas conclure d'accord. Ce n'est pas à moi de conclure un accord. Je pense qu'un accord devrait être conclu pour les deux. Et ensuite, Trump ajoute ceci. Je vais aller parler à Vladimir Poutine. Et je vais lui dire, tu dois mettre fin à cette guerre. Tu dois y mettre fin. Et il n'allait pas me chercher des ennuis. Cette guerre n'aurait jamais eu lieu. Vous savez, nous en avons discuté une fois et nous n'en avons plus jamais reparlé. Cela ne serait jamais arrivé. Quelle est votre évaluation de la situation autour de ces discussions? Quel est le mythe et quelle est la réalité? Trump est délirant. C'est une répétition de ce qui a abouti à Minsk II, mais à une échelle bien plus grande. Minsk II a eu lieu parce que les Ukrainiens ont perdu la bataille de Debaltsev, une ville située juste à la frontière entre Luhansk et Donetsk. C'est la défaite imminente de l'armée ukrainienne. C'était en janvier-février 2015. Angela Merkel est montée dans un avion, s'est rendue à Moscou, a eu une réunion urgente avec Vladimir Poutine et l'a convaincu qu'il existait une issue pacifique à cette situation, ce qui a conduit à la signature de l'accord de Minsk II. Cet accord a été conclu entre les milices de Donetsk et de Luhansk et le gouvernement ukrainien. Nous avons découvert en 2022 que Merkel avait en gros déclaré « On vous a eu ». Oui, on a fait ça juste pour gagner du temps afin que l'Ukraine puisse se reconstruire militairement. Et Poutine a admis « Oui, je me suis fait avoir. Je me suis fait duper. Ils m'ont menti et j'y ai cru. » Donc nous en sommes là. Rappelez-vous, il y a 3 semaines, Donald Trump disait que la Russie avait 50 jours pour parvenir à un cessez-le-feu. Puis, en 2 ou 3 jours, c'est devenu « non, 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 c'est 10 jours, 12 jours », réduisant dramatiquement le délai. Pourquoi ça s'est-il produit? À cause de l'effondrement en cours de l'armée ukrainienne sur les lignes de front. C'est un autre fiasco dans lequel l'Ukraine va perdre, et l'Occident le comprend désormais. On a dit cela à Trump, d'où l'urgence d'essayer d'organiser cette rencontre. Et vous pouvez aller à la réunion. Mais la position de Poutine a toujours été très claire. Il n'y a rien à négocier. Ce n'est pas comme si la Russie avait une position et allait être disposée à discuter. Ah d'accord. Donc en ce moment, nous avons Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporizhia. Nous abandonnerons Zaporizhia et Kherson si vous retirez toutes vos troupes de Donetsk et Luhansk. Non, ce genre d'accord n'arrivera pas. Les territoires que la Russie a acquis par des processus légaux en Russie, où il y a eu un vote du peuple à Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson et en Crimée, tous ont voté pour devenir une partie de la Russie. Ils font tous désormais partie de la Russie constitutionnellement. Et Vladimir Poutine n'a absolument aucun pouvoir pour céder quoi que ce soit de tout cela. Il n'y aura donc pas de concession territoriale. Le plus gros problème de Trump, et je terminerai là-dessus, c'est qu'il pense que c'est une guerre pour un différend territorial. Ce n'est rien de tout cela. C'est avant tout une question d'OTAN. L'Ukraine n'est que la victime par procuration dans ce conflit. Je veux faire écouter ce qu'a dit Lindsey Graham, mais en réalité tout le monde l'a dit, de Donald Trump à J.D. Vance. Il parle d'échange de territoire. Donc, sénateur Graham, vous m'amenez à ma prochaine question. Parlons des lignes rouges et de ce à quoi ressemblerait un bon accord. Regardons la carte en ce moment, sénateur. Voici une carte de l'Ukraine. Vous pouvez voir les zones en rouge actuellement sous contrôle russe.
Cette semaine, le président Trump n'a pas exclu que l'Ukraine doive céder une partie de son territoire, ce que les Ukrainiens ont rejeté. Pensez-vous que l'Ukraine devrait signer un accord qui inclut l'abandon d'une partie de son territoire, sénateur? Eh bien, pensez à Berlin-Est et Berlin-Ouest comme un exemple de la façon dont un conflit peut être réglé, au moins pour un certain temps. La Corée du Nord et la Corée du Sud sont dans un état de trêve. Il n'y a jamais eu de règlement final. Mais je viens assez souvent dans votre émission, et je veux être honnête avec vous. L'Ukraine n'expulsera pas tous les Russes, et la Russie ne gardera pas tout. Il y aura donc des échanges de territoire à la fin. Les échanges de territoire, colonel Wilkerson, à comprendre ce que cela signifie réellement, car j'entends cette expression encore et encore. Je vais vous aider à comprendre. Il n'y aura pas d'échange de territoire. Et laissez-moi simplement dire que je suis d'accord avec chaque mot que Larry a prononcé. Donc on peut s'arrêter là si vous le souhaitez. Veuillez développer. Oui. En gros, je vois 3 possibilités ici, et l'une d'elles me semble un peu plus probable que je ne le pensais auparavant. J.D. Vance vient de dire que Zelensky pourrait venir. Donc s'ils ont besoin d'un prétexte, c'est une possibilité. Je pense qu'il y a environ 20% de chances que cela se produise, peut-être un peu plus. Ils annuleront et nous n'aurons pas la réunion, et l'absence de Zelensky sera la raison invoquée. Mais la véritable raison sera qu'ils ont enfin, peut-être même en ayant suivi la procédure sous la supervision de Rubio ou de quelqu'un d'autre, convaincu Trump que c'est une catastrophe. C'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est que Trump ira, que Poutine ira aussi, et qu'ils se rencontreront en Alaska. Ce qu'ils veulent vraiment aborder, à mon avis, c'est une nouvelle architecture de sécurité européenne et une reprise du traité START pour ensuite avancer vers un bien meilleur contrôle nucléaire. Mais ils ne le feront pas. Ils vont se perdre dans les détails que Larry vient d'expliquer très clairement. Et Trump ne verra aucun moyen, d'aucune manière, de sortir de cette réunion en pouvant la présenter comme une victoire ou même comme un statu quo. Nous aurons alors une polémique encore pire au sein de l'administration Trump que celle que nous connaissons actuellement avec l'affaire Epstein. Et puis, la troisième possibilité est, et je lui donne 50% de chance. Et puis, le reste du pourcentage, je l'attribue au fait que nous ne savons absolument rien de ce qui s'est passé, à part ce que Trump nous raconte. Et ce sera un mensonge. Et à partir de là, tout peut arriver. Je pense que le facteur déterminant sera, comme l'a dit Larry, que l'armée ukrainienne est sur le point de dire « Je rends l'âme parce que je n'ai plus de volonté ». Ils vont être complètement anéantis. Et je pense que maintenant, avant la mi-septembre, peut-être même plus tôt, ils vont céder. Donc ces 3 issues, aucune n'est vraiment bonne. Mais je pense que c'est le genre de perspective auquel nous faisons face en ce moment. Et je ne mets rien hors de portée de l'administration Trump quant à la façon dont elle présentera les choses lorsque cela sortira, s'il y a effectivement une rencontre. Oui, et permettez-moi d'ajouter que les attentes à ce sujet ont été placées très haut. Oui, et c'est un peu comme un mariage arrangé. On vous promet que vous allez épouser une belle femme, vous ouvrez la porte, et c'est Jabba le Hutt en robe de mariée. D'accord? J'adore tes images. Oh mon Dieu. Donc oui, je suis d'accord avec l'analyse du colonel Wilkerson sur les perspectives. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de déceptions. Ce serait formidable s'il sortait et disait « Oui, nous avons un accord. L'Ukraine va retirer ses troupes. Et ensuite, une fois les troupes retirées, nous aurons un cessez-le-feu. Et ensuite, nous nous assiérons pour discuter. » Mais je pense que c'est très peu probable. Parlez de ce qui motive la partie russe ici, car beaucoup de gens m'ont demandé, eh bien, est-ce un piège? Cela pourrait même être dangereux d'aller en Alaska. C'est un territoire américain.
Malgré le fait que Donald Trump ait récemment déclaré lors de la même conférence de presse que nous avons montré, je vous l'ai montré à tous, qu'il allait en fait se rendre en Russie. Oui. Donc parlons des motivations de la Russie ici. Qu'est-ce qui explique cela? Parce que beaucoup de gens disent, eh bien, c'est un piège. Et si rien n'en ressort vraiment, alors quel en est l'intérêt? Eh bien, rappelons que ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine rencontre Donald Trump. Donc, Poutine sait ce que beaucoup de personnes que je connais, qui ont eu des réunions personnelles ou en petit comité avec Trump, savent. Trump est une personne complètement différente lorsque les caméras sont éteintes et que vous êtes en tête-à-tête avec lui. En réalité, c'est un homme très peu sûr de lui qui cherche à être apprécié. Je pense donc que Poutine comprend cela à son sujet, pour commencer, et il espère pouvoir au moins lui expliquer les choses et parler à Trump d'une manière à laquelle Trump pourrait prêter attention, et ainsi éviter une conflagration qui mènerait à la Troisième Guerre mondiale, car je pense que cela pèse dans l'esprit de Poutine. Il n'ignore pas non plus ce que j'appelle les signes extérieurs évidents de l'agression américaine. Pas seulement l'agression de l'OTAN, mais l'agression continue des États-Unis. Le fait que Donald Trump ait signé jeudi dernier un décret déclarant la Russie comme une menace pour la sécurité nationale, la qualifiant en gros d'ennemi, le même jour où Witkoff se trouvait à Moscou pour rencontrer Poutine. Et il a fait cela afin de justifier l'imposition de droits de douane à l'Inde. Puis, le lendemain, il organise cet accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais il y a des rapports selon lesquels des codices secrets à cet accord entraîneraient des invitations à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan à rejoindre l'OTAN. Donc encore une fois, les États-Unis poursuivent toujours cet effort pour encercler la Russie avec des pays membres de l'OTAN et pour affaiblir et détruire la Russie. On ne peut pas citer un seul acte positif de Donald Trump depuis son entrée en fonction pour apaiser les tensions avec la Russie. Il n'a rien fait pour nommer un nouvel ambassadeur, rien pour rouvrir les consulats qui avaient été fermés aux États-Unis, rien pour restituer les biens saisis à la Russie, rien non plus concernant la reprise des voyages directs vers la Russie. Tout ce dont il parle, ce sont de nouvelles sanctions, de nouveaux tarifs douaniers, aucun geste de bonne volonté. Donc vous savez, Poutine, je pense que de son point de vue, va lui parler. Au minimum, il doit montrer qu'il a coché toutes les cases, qu'il a tout fait pour rechercher la paix. Parce que lorsque viendra le moment de garantir la victoire militaire, il pourra dire « Nous avons tout essayé, et vous ne nous avez laissé aucune autre option. » Cette victoire militaire que Larry vient de mentionner est en réalité beaucoup plus proche que ce que beaucoup de gens croient, comprennent ou savent. Il y a eu des commentaires faits par Ushakov juste après la visite de Witkoff, et Pepe Escobar le cite ici. Il s'agit de l'assistant de Poutine, Yuri Ushakov. Il y a une proposition du côté américain que nous jugeons tout à fait acceptable. Et tout le monde a commencé à interpréter cela comme signifiant que les États-Unis ont proposé des conditions de paix. Je suis donc curieux d'avoir votre évaluation de la situation globale, car ces deux éléments ne semblent pas aller ensemble. La Russie serait sur le point d'une victoire militaire, et en même temps, les États-Unis offriraient des conditions de paix jugées acceptables, alors même que la partie russe n'a rien communiqué de tel. Permettez-moi d'être totalement positif ici et de revenir sur ce petit passage où j'ai évoqué la possibilité d'une issue positive. Je ne pense pas une seconde que cela va se produire, mais j'y accorde une petite part de possibilité. Et disons que Witkoff a finalement compris, en écoutant des personnes comme Lavrov et comme Poutine lui-même, qu'il a enfin compris ce que Larry suggérait à l'instant, et que personne au sein du gouvernement américain, même ceux qui savent que c'est la vérité, n'admettra, à savoir que le problème de la Russie n'est pas l'Ukraine en tant que telle.
Leur problème, c'est l'empiètement sur leur sphère d'influence de manière existentielle. Voilà le problème fondamental. Et tant que l'OTAN s'est élargie et continue, comme Larry l'a souligné, avec tous les signes indiquant que cet élargissement va se poursuivre. Ils essayent encore de renverser le gouvernement en Géorgie, par exemple. Il y a l'Arménie. Il y a d'autres perspectives, comme le général Donoghue qui parle de Kaliningrad, et ainsi de suite. Il existe toutes sortes de menaces qui justifient ce que ressent Poutine, et je le soupçonne, la plupart des Russes, y compris ceux de la Douma. Donc, si Witkoff a perçu cela lors de ses discussions avec Poutine, plus de 3 heures, et qu'il est revenu pour le communiquer de manière claire et distincte à Donald Trump, et que Donald Trump a désormais au moins une interprétation différente des motivations de la Russie par rapport à ce qu'il pensait auparavant. Je ne pense pas qu'il en avait vraiment la moindre idée avant. Il s'en servait simplement comme d'un outil politique. Je mettrai fin à la guerre en 24 heures. C'est tout ce qu'il faisait. Mais s'il a une certaine idée de la gravité de la situation actuelle, et étant donné sa préférence déclarée pour agir concernant l'expiration du dernier vestige du traité nucléaire START en février 2026, alors peut-être qu'il abordera cette réunion avec une attitude différente. Cela me place dans ce petit groupe d'environ 20% dont je parlais, qui pourrait aboutir à un résultat positif. En écoutant davantage Poutine, qui j'en suis sûr, expliquera et clarifiera à nouveau tout cela au président Trump, si Trump écoute. Et comme Larry l'a dit, d'après ce que j'ai entendu aussi, il est une personne différente lorsqu'il est en tête-à-tête, ou plus ou moins l'interlocuteur avec un autre interlocuteur dans une pièce quelque part. Il est meilleur. S'il écoute cela, et qu'il sort de la réunion avec au moins ce type de connaissances, et qu'il s'appuie sur ces connaissances à partir de maintenant, et qu'il défie certains des néoconservateurs et autres membres de son administration ou de l'entourage de son administration qui souhaitent le contraire, alors nous pourrions avoir une toute autre situation ici. Et il se pourrait que nous soyons réellement engagés dans une forme de diplomatie significative, au centre de laquelle se trouverait Trump lui-même. Je n'aurais absolument aucun problème avec cela. C'est, je le sais, sans doute un vœu pieux, mais c'est l'interprétation positive que je donnerais à une issue potentiellement favorable de cette réunion, que les arguments de Larry soient enfin compris par Donald Trump. Même s'il est un peu simplet, cela doit forcément changer sa façon d'aborder ses relations avec la Russie à partir de maintenant. Maintenant, la façon dont il manifeste cela dans ses manœuvres politiques, c'est encore autre chose. Il semble plutôt doué à certains égards, mais beaucoup moins en diplomatie internationale. Regardez ses actions avec l'Inde. C'était tout simplement des décisions insensées. Je veux dire, nous avons réussi l'impossible. Nous avons mis la Russie, l'Inde et la Chine dans le même camp. Et c'est la stratégie secrète de Trump pour gagner le prix Nobel de la paix. Il a rapproché l'Inde et la Chine comme jamais auparavant. Ça, c'est digne du prix Nobel de la paix. Pourquoi? Oui. Pour la création d'ennemis. Je veux dire, il y a beaucoup de fois, Larry et Colonel Wilkerson, où lorsque Trump fait quelque chose, je me dis parfois, eh bien continue, parce qu'en fait, cela rend peut-être, même involontairement, un service au monde, en rapprochant des pays qui ont vraiment besoin de résoudre leurs différends, ce qui sera meilleur pour eux à long terme. Peut-être qu'il recevra le prix Nobel de la paix pour avoir créé suffisamment d'ennemis afin de parvenir à la paix. Eh bien, laissez-moi proposer une autre possibilité. Peut-être que le message de Witkoff à Poutine était « Écoutez, le président Trump n'est pas en position de pouvoir mettre fin complètement à tout soutien à l'Ukraine.
Mais nous ne voulons pas non plus être en guerre avec vous, et nous aimerions envisager des moyens de commencer à renforcer la coopération dans plusieurs domaines différents, comme la station spatiale, où nous avions autrefois une relation assez étroite. La Russie prend maintenant une autre direction. Trump aimerait relancer cela, l'Arctique. Ainsi, cela aurait pu esquisser tout un autre domaine en dehors de la gestion spécifique de la guerre, mais avec un objectif plus large d'apaisement des tensions. Maintenant, je pense que c'est peu probable, mais j'essaye simplement de proposer d'autres possibilités logiques ici. Mais quelle que soit la possibilité que nous considérions, faisons face au fait, à la réalité qui ne changera pas, à savoir que la Russie est en train de gagner la guerre sur le terrain, qu'elle progresse à un rythme accéléré et qu'elle est sur le point de percer la dernière grande ligne de défense dans la partie ouest de Donetsk. Et une fois qu'ils auront fait cela, la route sera grande ouverte jusqu'au Dniepr, et la Russie sera en contrôle total de toutes les terres à l'est du fleuve Dniepr. Et malgré ce qu'a dit Lindsey Graham plus tôt, son commentaire, il est probable que la Russie prenne Kiev, ou Kiev, selon la prononciation que vous préférez. De plus, je ne pense pas qu'ils s'arrêteront avant d'avoir repris Odessa. Ainsi, dans la mesure où Poutine est prêt à rencontrer Trump, cela sert les intérêts de la politique étrangère de Poutine, avec l'Inde, la Chine, le Brésil, où ces pays disent toujours « Hey, il faut négocier ». Il peut dire « Regardez, je me suis assis, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Je me suis assis avec le type qui a essayé de me faire tuer à la fin du mois de mai. Je me suis assis avec le type qui a aidé les Ukrainiens à planifier une attaque contre tous mes bombardiers nucléaires stratégiques. Je me suis assis avec le type qui, 2 jours avant que nous soyons censés entamer des pourparlers de paix à Istanbul avec les Ukrainiens, a lancé cette attaque contre mon pays le 1er juin. Je me suis assis avec le type qui a aidé à décapiter la direction iranienne. Donc, j'ai tout fait pour essayer de trouver une solution pacifique à cela. Et à la place, ce que nous recevons, ce sont des menaces, des sanctions et des tarifs douaniers. Maintenant, Poutine le dira de façon bien plus calme que moi. Alors, qu'accepterait réellement la Russie dans le cadre d'un accord de paix, quel qu'il soit? Car beaucoup pensent aujourd'hui que d'importantes concessions de la part de la Russie sont possibles. Cependant, le Wall Street Journal a rapporté, juste après la rencontre de Steve Witkoff avec Vladimir Poutine, que Poutine avait dit à Witkoff que les États-Unis mettraient fin à la guerre en échange de l'Est de l'Ukraine. Je vais simplement faire défiler vers le bas. Il est indiqué que Poutine a dit à Witkoff qu'il accepterait un cessez-le-feu complet si l'Ukraine acceptait de retirer ses forces de toute la région orientale de Donetsk, selon des responsables informés de l'appel. La Russie contrôlerait alors Donetsk et Luhansk, ainsi que la péninsule de Crimée. Quelles sont donc exactement les conditions que la Russie accepterait? Vont-elles changer? Je pense que les conditions de base sont celles-ci, et pas d'adhésion à l'OTAN, jamais. Je pense que ces 2 choses sont irréconciliables avec les intérêts de la Russie. Et vous savez, on peut essayer de jouer sur les marges, mais on ne peut pas retirer ces 2 éléments. Et c'est ce à quoi Trump va devoir faire face. Vous savez, je suis retourné consulter certains de mes documents du commandement du Pacifique des États-Unis que nous avions élaborés à l'époque où nous examinions. C'était juste au moment où les Russes avaient envahi l'Afghanistan. Et nous avions ce sentiment typiquement militaire que la Russie ne voulait pas vraiment s'attarder en Afghanistan. Ce qu'ils voulaient, c'était, si l'on peut dire, nettoyer leur arrière-cour, tout en descendant vers le sud et en essayant d'obtenir un port en eau chaude autour de Chabahar, Bandar Abbas, quelque part sur le golfe Persique, au nord de l'océan Indien, dans la mer d'Oman. Et à l'époque, nous préparions en fait des plans de guerre pour combattre les Soviétiques dans les monts Zagros.
Nous construisions des pièges à chars dans ces montagnes, dans les cols. C'est un terrain vraiment difficile, très compartimenté. Il est presque impossible de s'y déplacer sans se faire exploser. Donc nous nous préparions à cela. Pendant que nous faisions ces préparatifs, nous avons relu plusieurs analyses d'historiens sur le grand jeu tel qu'il s'est déroulé dans cette région. Et à mesure que les empires changeaient, que certains grandissaient, devenaient plus puissants, tandis que d'autres disparaissaient, il y a toujours eu ce fil conducteur d'intérêt tout au long d'un millier d'années du grand jeu, probablement plus longtemps encore si l'on inclut l'Empire perse et d'autres. L'une des constantes que nous avons remarquées pour l'Empire russe en expansion était l'accent mis sur la mer Noire. C'était toujours quelque chose que la Russie voulait contrôler. Et je pense que Larry a raison de dire que Odessa est la clé de cela. Je ne pense pas qu'ils vont s'arrêter avant d'avoir pris Odessa. Donc c'est un autre facteur qu'il faut prendre en compte, si vous voulez. Et je ne pense pas que la Russie va y renoncer. Je pense que l'armée russe, rien que la marine, rendra très difficile pour Poutine d'abandonner Odessa. Et je ferai pareil. Si j'étais à la tête de la marine russe, je voudrais Odessa. Maintenant, cette idée qu'il peut échanger ou céder des territoires, non, il ne le peut pas. Lorsque le vote a eu lieu en septembre 2022 dans les 4 anciens oblasts d'Ukraine et qu'ils ont tous voté pour rejoindre la Fédération de Russie, dès que cela a été accepté par la Douma, c'est devenu une partie de la constitution russe. Donc vous savez, Poutine pourrait tout aussi bien dire « D'accord, je vous donne la moitié de la Lune ». Il a autant d'autorité pour faire cela que pour céder l'un de ses territoires, c'est-à-dire aucune. Donc il ne cédera pas de territoire. Et Witkoff a manifestement mal compris, c'est très probable, ou bien, vous savez, il invente quelque chose. Les exigences de la Russie remontent au traité qui a été soumis, l'ébauche de traité que Poutine a présenté à Joe Biden en décembre 2021 et que les États-Unis ont ensuite rejeté en janvier 2022. Et cela concerne presque entièrement l'OTAN, l'expansion de l'OTAN et le retrait de l'OTAN des frontières de la Russie. La Russie n'a pas l'intention de continuer à permettre à l'OTAN de représenter une menace pour elle. Et vous savez, si l'Azerbaïdjan et l'Arménie sont assez stupides pour essayer de rejoindre, la Russie leur réservera le même traitement qu'à l'Ukraine, sauf qu'ils n'ont pas 40 millions d'habitants. L'Arménie compte environ 6 millions d'habitants et l'Azerbaïdjan entre 8 et 9 millions. Franchement, soyez plutôt comme l'Ossétie du Sud à cause de votre traitement. Oui, exactement, exactement. Donc, se débarrasser de l'OTAN. La dénazification est un élément crucial, ce qui signifie qu'il doit y avoir de nouvelles élections. Et ces élections doivent permettre à tous les différents partis qui ont été exclus ou interdits de revenir pour avoir une voix. Et la Russie n'est soumise à aucune pression pour faire des concessions. Je veux dire, qu'est-ce que les États-Unis vont faire? Oh, on va vous rendre 300 milliards de dollars? Eh bien, oui, la Russie aimerait récupérer ces 300 milliards de dollars qui ont été confisqués, mais elle n'en a pas besoin. Elle ne dit pas, « Mon Dieu, si nous ne récupérons pas ça, nous ne pourrons pas manger demain ou nous n'aurons pas de carburant pour notre voiture. » Non, la Russie veut créer un monde beaucoup plus prévisible et ennuyeux, au lieu d'avoir à affronter cette guerre continue menée par l'Occident contre la Russie. Et je le répète sans cesse. L'Ukraine est en réalité membre de facto de l'OTAN depuis 1995, année où elle a commencé à participer aux exercices militaires de l'OTAN. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que si vous demandez à une intelligence artificielle quels sont les 10 pays qui ont le plus parrainé ou accueilli d'exercices de l'OTAN, elle citera l'Ukraine en 6e ou 7e position.
Or, l'Ukraine n'est même pas, à proprement parler, membre de l'OTAN, mais elle a accueilli plus d'exercices militaires que 80% des membres de l'OTAN. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut arrêter avec ce mythe selon lequel la Russie essaie simplement de reconstruire l'Empire soviétique parce qu'elle veut plus de territoire. C'est absurde. Je voudrais simplement ajouter à ce que Larry a dit sur le fait que la Russie veut un monde ennuyeux. Xi Jinping aussi. Oui, il n'aime pas l'agitation. Yeah. They don't like excitement. No. Stability, Stabilité, développement, croissance économique, ce genre de choses. Ils ne reflètent pas le chaos façon Far West, du genre fusillade, que les responsables de la politique étrangère américaine provoquent. Ils ne sont pas des agents immobiliers. Oui, ça aussi, des agents immobiliers new-yorkais. New York real estate brokers.